Cela nous mènera jusqu'au fond du grand trou bleu du Belize. Nous explorerons les profondeurs obscures de ce trou bleu afin de sensibiliser le public à la protection des océans. Pendant 50 ans, le gouvernement du Belize a interdit toute exploration du fond du grand trou bleu. Il disait que c'était trop dangereux. Il disait que cette technologie n'existait pas. Il disait que certains endroits étaient mieux laissés à l'abandon. Mais en 2018, un milliardaire et une équipe de scientifiques ont ignoré ces avertissements et se sont aventurés malgré tout dans les profondeurs obscures. Ce qu'ils ont découvert était pire que tout ce qu'ils avaient imaginé. Au fond de ce gouffre se cache quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Descente dans les ténèbres. Au large des côtes du Belize, à environ 70 km du continent, se trouve l'une des formations naturelles les plus envoûtantes de la planète. Le Grand Trou Bleu est un immense gouffre sous-marin de 318 mètres de diamètre et de 124 mètres de profondeur. Vue de l'espace, elle ressemble à un œil sombre géant qui nous fixe depuis la mer des Caraïbes. Sa forme quasi circulaire et le contraste saisissant entre les eaux saphir profonde de son centre et les eaux turquoises peu profondes qui l'entourent en font l'une des formations géologiques les plus spectaculaires de la planète. Depuis des décennies, plongeurs et amateurs de snorkeling sont attirés par ce lieu mystérieux. Ils longeaient les eaux de surface, fascinés par les formations coralliennes éclatantes et la faune marine abondante qui peuple l'atoll de Lighthouse Reef. Des requins de récif fendaient les eaux cristallines. Des tortues marines millénaires passaient lentement devant d'immenses structures coralliennes qui se développaient depuis des milliers d'années. Tout semblait paisible et accueillant dans ces eaux de surface. Mais rares étaient ceux qui osaient s'aventurer plus loin. Rares étaient ceux qui avaient le courage ou la technologie nécessaire pour explorer ce qui se trouvait au-delà du point où la lumière du soleil s'estompe et où les ténèbres commencent à tout engloutir. Tout a changé durant l'hiver 2018. Une équipe d'Aquatica Submarine est arrivée au Grand Trou Bleu avec une mission ambitieuse. L'expédition était dirigée par le milliardaire britannique Richard Branson, accompagné de Fabien Cousteau, petit-fils du légendaire explorateur océanique Jacques Cousteau. La pilote en chef était une femme remarquable nommée Erika Bergman, et ensemble, ils projetaient d'accomplir une chose inédite: créer la première carte sonore tridimensionnelle complète de l'intérieur du gouffre. À bord de sous-marins Aquatica, Stingray, 5 cents de pointe, équipé de la technologie sonore multifaisceau et à double axe Kongsberg Mesotech. L'équipe a effectué 22 plongées sur une période de 2 semaines, du 27 novembre au 13 décembre 2018. Alors qu'ils entamaient leur descente à bord de leur submersible, les 90 premiers mètres semblaient presque magiques. Ils croisèrent les habitants habituels de ce monde sous-marin. Des requins de récifs des Caraïbes tournaient avec curiosité autour des étranges embarcations métalliques. Des mérous géants observaient depuis l'ombre des récifs coralliens. Des bancs de poissons multicolores se dispersaient et se regroupaient à mesure que les sous-marins descendaient toujours plus profondément. Mais quelque chose commença à changer à l'approche des 90 mètres. Ce qui se cachait sous cette profondeur obligerait les scientifiques à réécrire tout ce qu'ils pensaient savoir sur cet endroit, et ce qu'ils découvriraient les hanterait à jamais. Le cimetière sous-marin. À environ 290 à 300 pieds sous la surface, l'équipage d'Aquatica a fait une découverte extraordinaire et terrifiante. Une épaisse couche impénétrable recouvrait toute la largeur du gouffre, telle une nappe mortelle flottante. Il s'agissait d'une concentration massive de sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qui se forme lorsque des bactéries décomposent la matière organique en l'absence totale d'oxygène. Erika Bergman a décrit plus tard cette expérience avec force détail. Elle expliqua qu'en traversant cette couche,
ils perdirent toute la magnifique lumière du soleil des Caraïbes et que tout devint complètement noir. Elle dit que c'était totalement anoxique là-dessous, sans la moindre trace de vie. La couche de sulfure d'hydrogène agit comme une barrière chimique qui sépare le monde vivant de la surface du monde mort, qui se trouve en dessous. Cette zone toxique se forme au niveau de ce que les scientifiques appellent l'halocline, la limite entre l'eau salée dense et l'eau douce moins dense provenant des précipitations. En raison de l'absence quasi totale de circulation d'eau dans le trou bleu, le sulfure d'hydrogène produit par les bactéries sulfato-réductrices s'accumule et reste piégé à cette profondeur. La décomposition des algues sargasses, dont la prolifération a explosé dans les Caraïbes ces dernières années, contribue à enrichir cette couche mortelle en composés sulfurés. Sous la barrière de sulfure d'hydrogène, l'équipage pénétra dans un silence absolu, puis leurs lampes éclairèrent quelque chose d'inquiétant. Des centaines de coquilles de conques jonchaient les parois inclinées et le fond du gouffre. Il ne s'agissait pas de coquilles vides ayant simplement dérivé depuis la surface. L'équipe pouvait distinguer des traces dans les sédiments, témoignant des efforts désespérés déployés par les conques vivantes pour escalader les pentes abruptes. Des bernards l'ermite gisaient immobiles à côté des conques. Tous s'étaient trop approchés du bord du trou, y avaient chuté et s'étaient retrouvés piégés. Les parois abruptes et l'eau appauvrie en oxygène avaient scellé leur destin. Assaillis, ils reposaient désormais dans ce tombeau sous-marin, formant ce que les scientifiques ont commencé à appeler le cimetière des conques. Des traces de glissement dans les sédiments témoignent de leurs derniers instants. Les créatures épuisées avaient peiné à remonter à la surface, perdu connaissance par manque d'oxygène, puis retombé pour rejoindre les autres. Mais les découvertes ne faisaient que commencer. Alors que les sous-marins s'enfonçaient encore plus profondément, approchant les 120 mètres du fond, l'équipage fit une découverte qui provoqua une onde de choc dans la communauté scientifique. Des stalactites pendaient des surplombs rocheux. Certaines de ces formations minérales mesuraient de 9 à 12 mètres de long, ce qui les rendait absolument gigantesques. Cette découverte était non seulement intéressante, mais révolutionnaire. Voici pourquoi les stalactites ont bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le Grand Trou bleu. Les stalactites ne peuvent se former que dans un environnement très spécifique. Des grottes remplies d'air où l'eau s'infiltre lentement à travers la roche, déposant du carbonate de calcium pendant des milliers d'années, tandis que le dioxyde de carbone s'échappe dans l'atmosphère. Ce processus est totalement impossible sous l'eau. L'eau ne peut pas s'écouler goutte à goutte à travers l'eau. Le dioxyde de carbone ne peut pas s'échapper dans une atmosphère inexistante. La présence de ces stalactites prouvait sans l'ombre d'un doute que le Grand Trou bleu était autrefois un réseau de grottes sèches à ciel ouvert. Les scientifiques pensent aujourd'hui que la grotte s'est formée lors du dernier maximum glaciaire, survenu entre 26 500 et 19 ans avant notre ère, lorsque les températures mondiales étaient environ 6 degrés Celsius plus froides qu'aujourd'hui. Durant cette période glaciaire, une telle quantité d'eau était emprisonnée dans d'immenses glaciers que le niveau de la mer a baissé de 120 à 135 mètres par rapport au niveau actuel. À la fin de la dernière période glaciaire, la fonte des glaciers a provoqué un événement catastrophique appelé impulsion de fonte, (IA), il y a environ 14 600 ans. En moins de 500 ans, le niveau des mers a monté de 16 à 24 mètres. L'ancien réseau de grottes s'est retrouvé inondé, la voûte s'est effondrée et le Grand Trou bleu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né. Des chercheurs de l'Université Rice et de l'Université d'État de Louisiane ont prélevé des carottes de sédiments au fond du cratère bleu et ont fait une découverte encore plus remarquable.
En analysant le rapport titane/aluminium dans les couches sédimentaires, ils ont pu reconstituer des milliers d'années de régime de précipitation. De faibles concentrations de titane indiquent une sécheresse, car ce métal n'est libéré que lorsque la pluie altère la roche volcanique. L'équipe a documenté une sécheresse extrême qui a duré 1 siècle, entre 800 et 900 après Jésus-Christ, coïncidant parfaitement avec l'effondrement de la civilisation maya classique. Ils n'ont recensé qu'1 ou 2 cyclones tropicaux tous les 20 ans durant cette période, contre 5 à 6 en temps normal. Une seconde sécheresse majeure, entre 1000 et 1100 après Jésus-Christ, a coïncidé avec la chute de la grande cité de Chichén Itzá. Parmi ces trésors scientifiques, l'équipe a également découvert d'étranges vestiges du monde moderne. Une bouteille de Coca-Cola de 2 litres gisait sur les sédiments. Une caméra GoPro perdue contenait encore des photos de vacances récupérables appartenant à un plongeur inconnu. La première chose qu'ils ont vue au fond de l'océan, à 120 mètres de profondeur, c'étaient des bouteillets en plastique, et en grande quantité. Plus troublant encore, ils ont découvert les corps de 2 plongeurs disparus dans le gouffre et jamais remontés à la surface. L'équipe a pris la difficile décision de ne pas déranger les dépouilles. Erika Bergman a déclaré qu'ils avaient respectueusement informé le gouvernement du Belize de l'emplacement de l'épave et que tous s'étaient mis d'accord pour qu'aucune tentative de récupération ne soit entreprise. Elle a décrit le fond comme un endroit très sombre et paisible, un lieu de repos digne de ceux qui ont donné leur vie pour explorer cet abîme mystérieux. Mais le grand trou bleu du Belize, aussi mortel soit-il, n'est pas le trou bleu le plus dangereux au monde. Cette distinction terrifiante appartient à un lieu situé à l'autre bout du monde. Un lieu qui a coûté tant de vies qu'un homme a consacré son existence entière à retrouver les corps des victimes. Le collectionneur d'os, dans la péninsule du Sinaï, en Égypte, à environ 10 km au nord de Dahab, petite ville côtière, se trouve un trou bleu de la mer Rouge, tristement célèbre pour être le site de plongée le plus dangereux au monde. Selon des estimations prudentes, plus de 130 plongeurs y ont perdu la vie entre 1997 et 2012, soit en moyenne plus de 8 décès par an. Selon certaines estimations, le nombre réel de victimes dépasserait les 200, mais aucun registre officiel n'a jamais été tenu. Le chiffre exact pourrait être bien plus élevé qu'on ne le pense. Les habitants l'appellent le cimetière des plongeurs, et un homme le connaît mieux que quiconque. Il s'appelle Tarek Omar. Plongeur technique et instructeur égyptien, il est arrivé à Dahab en 1989 et explore le Grand Trou Bleu depuis près de 30 ans. Tarek Omar, plongeur technique professionnel, a remonté des corps de ce lieu. Toute son histoire. Mais les habitants lui ont donné d'autres noms qui évoquent le travail macabre qu'il a entrepris. Ils l'appellent le plongeur aîné. Ils l'appellent le collectionneur d'os. On le surnomme le fossoyeur. Depuis la fin des années 1990, Tarek a participé à la majorité des opérations de récupération de corps effectuées sur le site. Il a personnellement remonté plus de 100 corps des profondeurs du gouffre bleu. Il ne compte plus exactement combien. Les seuls noms dont il se souvient clairement sont ceux des 2 premiers corps qu'il a ramenés à la surface. Martin Gara et Connor O'Regan. En 1997, Martin Gara, un Irlandais de 22 ans originaire de Dunlawghaire et moniteur de plongée, travaillait en Égypte depuis près d'1 an. Passionné de plongée, il avait, avec un ami, un projet ambitieux. Repérer des sites de plongée, puis, de retour en Irlande, créer une agence de voyage spécialisée dans les séjours de plongée à l'étranger. Son ami, Connor O'Regan, âgé de 23 ans et originaire de Old Connage à Bray,
venait d'obtenir une licence d'économie et de philosophie au Trinity College de Dublin. Tous deux étaient considérés comme des plongeurs prudents et expérimentés par leur entourage. En novembre de la même année, environ un mois avant leur retour prévu, Martin et Connor participèrent à un voyage organisé par la PADI, Professional Association of Diving Instructors, pour explorer le célèbre trou bleu. Au cours de la plongée, un incident s'est produit. Les deux amis se sont retrouvés séparés du reste du groupe, seuls dans l'obscurité. Ils étaient descendus à une profondeur excessive par rapport au mélange gazeux qu'ils utilisaient. À des profondeurs extrêmes, l'azote contenu dans l'air comprimé ordinaire a un effet narcotique sur le cerveau humain. Les plongeurs décrivent cet effet comme une sensation d'ivresse. Martin et Connor ont tous deux perdu connaissance. Leurs détendeurs leur échappèrent de la bouche. Ils coulèrent ensemble, toujours plus profond, jusqu'à s'immobiliser à 102 mètres de profondeur. Lorsque les autres plongeurs s'aperçurent de leur absence et retournèrent à leur recherche, il était déjà trop tard. Leurs corps ont été retrouvés enlacés. L'un avait tenté de sauver l'autre et ils étaient morts ensemble. Tarek Omar s'est porté volontaire pour récupérer les corps. Il s'agissait de sa première mission de récupération de corps et de la première récupération enregistrée dans le trou bleu de Daha. Une stèle commémorative en marbre noir marque désormais le site, portant simplement l'inscription « À la mémoire de ». Mais Martin et Connor n'étaient que le début. Leur histoire allait devenir tragiquement banale en ce lieu. Des plongeurs prudents et expérimentés descendaient dans le gouffre et ne remontaient jamais. Sur la rive surplombant le Blue Hole, des plaques commémoratives jalonnent les parois rocheuses et le sentier menant au point d'entrée. Au moins 14 pierres commémoratives recensées honorent la mémoire de ceux qui ont péri dans ces eaux. Les plongeurs potentiels visitent souvent ces plaques avant de s'engager dans le bassin, lisant les noms et les dates, espérant ainsi ne jamais avoir besoin des services de Tarek Omar. Mais les corps repêchés ne représentent qu'une infime partie de ceux qui n'ont jamais refait surface, et la géographie particulière de ce trou en fait une machine à tuer quasi parfaite. L'architecture de la mort. Pour comprendre pourquoi le trou bleu de Daha fait tant de victimes, il faut d'abord comprendre comment se forment les trous bleus et ce qui rend celui-ci si mortel. Malheureusement, ce site prisé est tristement célèbre pour le nombre élevé de décès qui y sont survenus, car de nombreux plongeurs, lors des précédentes périodes glaciaires, le niveau de la mer a chuté de façon spectaculaire, parfois jusqu'à 100 mètres en dessous de son niveau actuel. Ce phénomène a mis au jour de vastes réseaux de grottes et de dolines le long des côtes du monde entier. Pendant des milliers d'années, les eaux de pluie légèrement acides ont lentement dissous la roche calcaire, creusant des réseaux de grottes par un processus appelé karstification. Lorsque les périodes glaciaires ont pris fin et que le niveau de la mer est remonté, l'eau de mer salée a encore accéléré ce processus de dissolution. Finalement, les plafonds de nombreuses grottes se sont effondrés, créant d'immenses cavités circulaires, aujourd'hui submergées sous l'océan. Les bords extérieurs, constitués de roches plus dures, ont subsisté, tandis que les matériaux intérieurs, plus tendres, se sont dissous. C'est pourquoi les trous bleus ont cette forme circulaire si particulière et ces différences de profondeur spectaculaires entre les bords et le centre. Le grand trou bleu du Belize en est un parfait exemple. Son rebord se situe à seulement 10 mètres de profondeur, mais il le dépasse, et ses parois plongeaient verticalement sur 124 mètres en une chute vertigineuse. Ce contraste de profondeur extrême est à l'origine du contraste de couleurs si particulier visible depuis les airs. Des eaux d'un bleu tropical entourent un centre sombre, presque noir, de la même couleur que l'océan. Le grand trou bleu égyptien, près de Dahab, mesure environ 80 mètres de diamètre et descend à un peu plus de 100 mètres de profondeur.
Mais il possède une caractéristique supplémentaire qui le rend particulièrement dangereux. À une profondeur d'environ 52 à 56 mètres, un immense tunnel naturel, appelé l'Arche, relie le Grand Trou bleu à la mer Rouge. Ce tunnel mesure 26 mètres de long et son fond descend en pente douce de 102 à 120 mètres à son ouverture côté mer. Au-delà de la sortie de l'Arche, le fond marin plonge rapidement, d'abord à 130 mètres, puis à 150 mètres, puis à 250 mètres, à 300 mètres, à 800 mètres, et enfin au-delà de 0 mètre, dans le véritable abîme. Le problème, c'est que l'eau cristalline crée une illusion d'optique mortelle. L'Arche semble ne mesurer qu'une dizaine de mètres de long, alors qu'en réalité, elle est plus de 2 fois plus longue. Les plongeurs aperçoivent qu'on entre la lumière au bout du tunnel et pensent en pouvoir le traverser sans difficulté. Ils ne réalisent pas qu'ils se trouvent déjà à 55 mètres de profondeur, soit 15 mètres au-delà de la limite de plongée loisir. À cette profondeur, sous air comprimé, la narcose à l'azote altère gravement le jugement. Les plongeurs décrivent cette sensation comme similaire à l'ivresse. Certains deviennent euphoriques et perdent toute notion du danger. D'autres se focalisent sur une seule idée et ne peuvent plus penser à rien d'autre. La pression partielle d'oxygène atteint également des niveaux dangereux, pouvant provoquer des convulsions soudaines. Un courant ascendant, fréquent dans l'Arche, accroît la consommation d'air et rend la remontée à contre-courant encore plus difficile. Le caisson de recompression le plus proche se trouve à 22 km, au bout d'une route non goudronnée. Pour un plongeur souffrant d'accident de décompression, ces 22 km étaient comme un voyage sur la Lune. Vint ensuite la plongée la plus mortelle de toutes. La 400 s'est plongée. En 2011, un plongeur nommé Igor est arrivé au Grand Trou bleu égyptien avec un palmarès impressionnant. Cette célèbre arche se situe près de la ville égyptienne de Dahab, à 60 mètres de profondeur. Il a effectué exactement 400 plongées répertoriées au cours de sa carrière. Il a atteint des profondeurs de 40, 50, 66, 85 et même 106 mètres. Il se sentait prêt à relever le défi ultime. Igor prévoyait de plonger à 150 mètres. Sa 400 et plongée le mènerait plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il entama sa descente sous la célèbre arche à 50 mètres. À 90 mètres, il croisa un autre plongeur, qui rapporta plus tard qu'Igor semblait chancelant et instable. Mais lorsque l'autre plongeur lui fit signe pour lui demander si tout allait bien, Igor répondit par un geste que tout allait bien. Il continua sa descente, 120 mètres, puis 150 mètres. Il avait atteint le point le plus profond de sa vie. Après un atterrissage brutal sur une corniche rocheuse à 150 mètres, Igor commença son ascension, et c'est alors que tout a basculé. À 130 mètres, Igor commença à suffoquer. La profondeur extrême avait mis son corps à rude épreuve. La panique l'envahit complètement. Dans un moment de terreur absolue, il abandonna tous les protocoles qu'on lui avait appris à suivre et remonta à la surface sans effectuer le moindre palier de décompression, compte tenu de la profondeur atteinte. Cette décision lui siffla la mort. Lorsqu'un plongeur descend à des profondeurs extrêmes, la pression environnante force l'azote de son gaz respiratoire à se dissoudre dans son sang et ses tissus. Ce phénomène est normal en plongée. Le problème survient lors de la remontée. Si le plongeur remonte trop vite, l'azote n'a pas le temps d'être éliminé sans danger par la respiration. Il se précipite alors et forme des bulles directement dans le sang et les tissus. Ces bulles peuvent obstruer les vaisseaux sanguins. Elles peuvent endommager les nerfs. Elles peuvent provoquer des douleurs atroces en se propageant dans les articulations et les muscles. Cette affection est appelée maladie de décompression, communément connue sous le nom d'accident de décompression. L'expression est apparue en 1873
lors de la construction du pont de Brooklyn, lorsque des ouvriers, sortant des caissons sous-marins à haute pression, adoptèrent une posture voûtée, due à des douleurs articulaires, rappelant la posture à la grecque, si en vogue chez les femmes des années 1820. Au moment où la tête d'Igor émergea, les gaz dissous dans son sang s'étaient dilatés rapidement durant toute sa remontée. Des bulles obstruaient les vaisseaux sanguins de tout son corps. Alors que son visage émergeait de l'eau, il laissa échapper un cri d'agonie. Quelques minutes plus tard, il était mort. Igor devint l'une des rares victimes que Tarek Omar n'eut pas à repêcher des profondeurs. Mais sa mort a mis en lumière une vérité troublante concernant le trou bleu. Même 400 plongées d'expérience ne sauraient préparer à la physique impitoyable des profondeurs extrêmes. De tous les décès survenus au trou bleu de Daha, l'un d'eux se distingue comme le plus célèbre et le plus tragique. C'est le seul décès entièrement filmé, image par image, dans toute son horreur. La caméra n'a cessé d'enregistrer. En avril 2000, un homme nommé Yuri Lipski est arrivé à Dahab, hanté par un rêve qui le hantait depuis des années. Yuri était un moniteur de plongée russo-israélien de 22 ans qui rêvait d'explorer le légendaire Trou bleu. Voici Yuri, le Russe. Bien sûr, nous avons entendu parler de Yuri. Que pouvions-nous faire? Il venait de rendre visite à un ami à Tel Aviv et s'était rendu dans la péninsule du Sinaï précisément pour cela. Avant de partir, Yuri avait fait une promesse à son père. Son père avait un don pour ce genre de choses et il fit jurer à Yuri de ne rien faire de dangereux ni d'imprudent. Yuri accepta. Il serait prudent. À son arrivée à Dahab, Yuri ne souhaitait pas plonger seul. Il passa des heures à arpenter les allées des centres de plongée, cherchant un compagnon de plongée. Finalement, il rencontra Tarek Omar en personne. Tarek a immédiatement compris que Yuri ne possédait pas la formation technique nécessaire pour la plongée profonde sur ce site. Il l'a averti à 2 reprises des dangers et lui a proposé 2 semaines de formation adéquate avant toute tentative sérieuse. Yuri a refusé, prétextant un manque de temps. Il a alors trouvé un guide local qui a accepté de l'accompagner pour une plongée d'initiation. Il s'est équipé d'une seule bouteille d'air comprimé, sans matériel de secours. Il a fixé une caméra vidéo à son casque et, le 28 avril 2000, il s'est jeté à l'eau. Les images enregistrées par cette caméra allaient devenir l'une des vidéos de plongée mortelle les plus visionnées de l'histoire. L'enregistrement commence près de la surface. L'eau est d'un bleu cristallin et absolument magnifique. On aperçoit d'autres plongeurs au loin. Les récifs coralliens scintillent au soleil. Des poissons filent devant l'objectif. Tout semble paisible et calme. Yuri manipule un instant l'appareil photo, y fixant ce qui semble être un boîtier de protection pour le préserver de la pression en profondeur. Il s'approche de 2 autres plongeurs, si près qu'il les frôle presque. Puis il se retourne et plonge son regard dans l'obscurité. Bien en dessous de lui, des bulles remontent à la surface, soulevées par des plongeurs plus profonds et hors de sa vue. Yuri se met à nager vers ces bulles. À mesure qu'il descend, l'eau s'assombrit progressivement. Le bleu turquoise des Caraïbes cède la place à un bleu marine profond, puis à un noir d'encre qui semble vous oppresser de toutes parts. Yuri consulte son ordinateur de plongée. L'écran affiche 81 mètres. L'utilisation d'air comprimé classique est déconseillée à des profondeurs supérieures à 40 mètres. Yuri se trouvait déjà à plus du double de cette profondeur. À ce stade, la narcose à l'azote devait lui altérer l'esprit. À de telles profondeurs, réfléchir clairement devient presque impossible. Le poids de la colonne d'eau crée une pression qui comprime tout, y compris le gaz, dans son gilet stabilisateur. Yuri tenta de le gonfler pour ralentir sa descente et commencer à remonter vers la surface. Mais il était trop profond. La pression était trop forte. Son équipement était trop lourd. Dans sa tentative désespérée de flotter davantage, il a trop gonflé le dispositif qui a éclaté. Sur la vidéo,
On voit Yuri se débattre pendant quelques instants. Il essaie probablement frénétiquement de remonter à la surface, mais il est déjà trop tard. Le poids de son équipement et son état mental altéré rendent toute évasion impossible. La caméra montre une dernière fois son ordinateur de plongée, 91,6 mètres. Puis, l'image devient noire. Lorsque Yuri ne remonta pas à la surface après 40 minutes, tous ceux qui étaient là comprirent ce qui se passait. Son père arriva à Dahab le lendemain, anéanti, suppliant les habitants de récupérer le corps de son fils. Tarek Omar s'est porté volontaire pour ce qui allait devenir la récupération de corps la plus profonde jamais tentée à l'époque. Il a trouvé Yuri gisant face contre terre à environ 115 mètres de profondeur, alourdi par un équipement excessif. La caméra était encore fixée à son casque. Elle n'était étanche qu'à 75 mètres. Alors tout le monde pensait qu'elle avait été détruite par la pression et que les images seraient perdues à jamais. Ils se trompaient. La caméra avait tout enregistré. Lorsque la caméra a été rendue aux parents de Yuri, avec ses autres affaires, ils ont visionné l'enregistrement sans se douter de ce qui les attendait. Ils ont assisté, impuissants, aux derniers instants de leur fils. Tarek Omar a par la suite exprimé de profonds regrets à ce sujet. Il a déclaré que s'il avait su que la caméra fonctionnait encore, il l'aurait inondé lui-même pour détruire l'enregistrement. Aucun parent ne devrait avoir à voir ce qui figurait sur cet enregistrement. Les 5 dernières secondes de la vidéo ont été capturées accidentellement le lendemain, lors d'un test visant à vérifier le bon fonctionnement de la caméra. Aujourd'hui, ces images servent d'avertissement aux nouveaux plongeurs quant au danger impitoyable de ce lieu. Elles ont été visionnées plus de 8 millions de fois sur YouTube. C'est peut-être précisément pour cela que le grand trou bleu égyptien continue de faire des victimes. Les conditions en surface créent une illusion de sécurité qui dissimule le piège mortel tapi en dessous. Les profondeurs inconnues. En 2021, guidés par les indications de pêcheurs locaux qui évoquaient une zone d'eau étrangement calme, des scientifiques de l'organisation Ecosour ont exploré un estuaire tropical au large de la côte sud-est de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Leur découverte allait bouleverser les records. Le trou bleu qu'ils ont découvert a été baptisé Tamja, ce qui signifie « eau profonde » en maya. Ils ont confirmé qu'il s'agissait du 2e trou bleu le plus profond au monde et l'ont nommé Tamha, également appelé « eau profonde » en maya, la langue parlée sur place. Les premières mesures effectuées en 2021 à l'aide d'un échosondeur ont enregistré une profondeur de 274,4 mètres. À elles seules, ces mesures en auraient fait le 2e trou bleu le plus profond au monde. Mais en décembre 2023, des chercheurs sont revenus avec un équipement plus performant. Ils ont descendu un profileur CTD dans l'obscurité, à 420 mètres. L'instrument était toujours en descente. Ils ont déployé un câble de 500 mètres. Elle n'a pas touché le fond. Tamja est désormais confirmé comme le trou bleu le plus profond connu sur Terre, surpassant le précédent détenteur du record, le trou du Dragon en mer de Chine méridionale, qui atteint 300,89 mètres. L'analyse chimique de l'eau à ces profondeurs extrêmes a révélé quelque chose de remarquable. L'eau à plus de 400 mètres de profondeur présente des caractéristiques similaires à celles de la mer des Caraïbes plutôt qu'à celles d'une baie, ce qui suggère la présence possible de tunnels sous-marins reliant Tamja à l'océan. La NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, classe les trous bleus comme des gouffres sous-marins formés dans la roche carbonatée. Ils sont considérés comme des points chauds de la biodiversité, avec une chimie de l'eau unique qui abrite des formes de vie endémiques. Dans les profondeurs arides où l'oxygène s'accumule et où le sulfure d'hydrogène prospère, des bactéries chimiosynthétiques transforment de l'énergie chimique en matière organique.
Ces extrémophiles offrent un aperçu fascinant de la façon dont la vie pourrait exister sur d'autres mondes, tels que Europe et Encelade, où les océans souterrains pourraient présenter des conditions similaires. Le Dean's Blue Hole, aux Bahamas, qui atteint 202 mètres de profondeur, est devenu un site de référence pour la compétition d'apnée. La compétition internationale annuelle d'apnée Vertical Blue, qui s'y déroule, a vu des athlètes comme le Néo-Zélandais William Trowbridge atteindre 102 mètres en apnée sans palme, et le Russe Alexei Molchanov descendre à 136 mètres à l'aide d'un traîneau lesté. Au Belize, les scientifiques ont constaté que le grand trou bleu ne sera pas éternel. Chaque jour, des coulées de sable s'y engouffrent, le remplissant lentement comme un sablier sous-marin. Les mêmes processus géologiques qui ont créé cette merveille sont en train de l'effacer peu à peu. Finalement, l'abîme qui a attiré explorateurs, scientifiques et amateurs de sensations fortes depuis des générations disparaîtra entièrement, englouti par les mêmes forces qui lui ont donné naissance. En attendant ce jour lointain, ces mystérieux gouffres continuent d'interpeller l'humanité. Certains cherchent à faire des découvertes scientifiques dans leurs sédiments anciens et leurs formes de vie extrêmes. D'autres recherchent le frisson de la plongée dans les grottes verticales cachées de la Terre. Et certains, malgré tous les avertissements, les plaques commémoratives et les images tragiques enregistrées par des caméras qui n'auraient jamais dû survivre, s'aventurent encore dans l'eau et descendent dans le bleu magnifique et mortel. Les profondeurs de nos océans recèlent encore d'innombrables secrets que nous commençons à peine à percer. À votre avis, que recèlent les trous bleus inexplorés du monde entier? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.